Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital. Et comme vous pouvez le voir, je suis très bien entouré. On est très heureux de vous accueillir pour cette première édition d'un nouveau cycle de conférences numériques en temps de crise que nous lançons avec l'UNESCO et la chaire ITEN de l'UNESCO. Et nous en sommes évidemment ravis. On est ensemble pour une petite heure et demie de discussion, d'échange euh, qu'on réalise évidemment à distance, mais qui ne doit pas nous empêcher, je pense, d'être aussi un temps de discussion. Voilà, on a prévu de nombreuses séquences, de nombreuses prises de parole, mais je tenais à vous dire dès l'introduction que nous garderons du temps pour échanger avec vous et répondre aux questions qui nous seront posées. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole aux deux personnes, aux deux femmes qui sont à l'initiative de ce projet, je crois qu'on peut le dire, qui sont Ghislaine Azémar et Françoise Colaitis. Ghislaine, vous êtes professeure émérite des universités en sciences de l'information et de la communication, vice-présidente de la Fondation Maison des sciences de l'Aune et titulaire de la chaire UNESCO ITEN, Innovation, Transmission et Édition numérique. Bonjour Ghislaine. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier de participer à ce premier webinaire sur les numériques en temps de crise. Comme on vient de vous le dire, ils sont organisés par trois partenaires, Cap Digital, UNESCO et la chaire UNESCO Innovation, Transmission, Édition numérique. Et en tant que chaire UNESCO ITEN, dans les deux tutelles, je le rappelle, sont l'Université Paris 8 et la Fondation Maison des sciences de l'Homme, je voulais souligner que ce n'est pas un partenariat conjoncturel, mais c'est un partenariat déjà historique que nous avons avec chacune de ces deux institutions. Et nous accordons une importance particulière à ces partenariats parce qu'ils incarnent deux dimensions qui nous paraissent structurantes des activités de recherche-action citoyenne que nous menons à la chaire, à la fois la dimension internationale et la dimension entrepreneuriale, spécifiquement numérique aussi. Alors la chaire ITEN, nous sommes donnés pour mission de repenser les usages numériques dans une approche sans solutionnisme technologique, mais du point de vue des usagers et des acteurs. Et c'est une démarche qui est résolument interdisciplinaire, scientifique bien sûr, mais aussi expérimentale. Et les séminaires qui ont été proposés s'inscrivent dans cette préoccupation d'échanger spécifiquement sur la manière dont les technologies ont été convoquées et sont intervenues pendant cette période dite Covid, donc autour du traitement social, sanitaire et institutionnel qui a été mené. Donc pourquoi s'être focalisé aussi sur la période, c'est que on pense effectivement que cette période, elle révèle d'une manière relativement emblématique des dynamiques créatives, qu'elles soient technologiques ou sociales, mais aussi elle révèle des stratégies institutionnelles et financières spécifiques portées à différentes échelles. Et là, nous le verrons, on a défini un peu ces échelles aussi en pensant local. Et puis aussi, et peut-être surtout, elle révèle des difficultés et des dysfonctionnements qui peuvent être discutés collectivement, scientifiquement et de manière relativement pragmatique, puisque des applications doivent être mises en œuvre et on espère effectivement avoir utilité dans ce champ. Le premier webinaire portera sur communication et médiation en temps de crise, aux sources malentendues. Donc là, nous avons des intervenants qui sont très engagés et à différents titres dans les politiques de médiation. Et bon, je nous souhaite des échanges très productifs. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ghislaine. Françoise Colaitis, vous êtes déléguée adjointe de Cap Digital. Peut-être un mot également, je crois que ce que vient de dire Ghislaine sur l'importance d'un dialogue interdisciplinaire et d'une forme d'hybridation des compétences sur les différents sujets d'innovation sont un peu au cœur de nos activités aussi chez Cap Digital, ou en tout cas nous y sommes très très attachés. Comment est-ce que cette intention-là va se retrouver dans les différents webinaires qu'on va proposer et peut-être même plus particulièrement celui qu'on ouvre aujourd'hui? Oui.
En fait, merci à Ghislaine d'avoir rappelé le long âge qu'on a de la tradition de travailler ensemble. Juste, je me souviens, c'était pendant le confinement et avec Ghislaine, on était dans cet état un peu de sidération. On se disait, et qu'est-ce qui se passe? Et on observait, on voyait les différents usages du numérique avec les côtés positifs qui étaient malgré tout une certaine forme de résilience de l'économie, le télétravail, l'école à distance, des formidables expériences créatives aussi collectives qui étaient super à vivre, et aussi la face la plus sombre, les enfants un peu en difficulté, les personnes fragiles qui avaient pas la littératie numérique suffisante pour bénéficier de tous ces points positifs, et puis le terreau qui est en train de se construire, de la désinformation, du complotisme, etc. Et donc c'est là qu'on s'est dit, c'est les numériques en temps de crise, numérique avec un S et les numériques. Et il y avait différents angles pour réfléchir. Ça nous a semblé intéressant de réfléchir ensemble à ces différentes approches. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de médiation scientifique, parce que ça a été aussi, là aussi, une expérience assez inédite de voir un conseil scientifique et des scientifiques prendre la parole, et malgré tout, la difficulté qu'on avait à comprendre ce qui se passait. Donc aujourd'hui, on va parler de médiation, mais c'est vrai qu'on a vu les différents angles de cette crise, et on souhaite aborder différents aspects comme évidemment le traçage numérique et les challenges que ça pose par rapport aux libertés individuelles. On va aussi parler de santé et de la façon dont le numérique peut aider à la fois dans le soin, dans le suivi des patients, les nouvelles relations du travail, le télétravail et tout ce que ça a révélé, le retour sur le territoire, les initiatives citoyennes, la blockchain, etc. Alors, il y a plein d'angles d'attaque, et donc sachez qu'aujourd'hui, c'est la première séance d'une série à laquelle nous allons vous inviter. Voilà, je pense qu'on peut peut-être y aller directement dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. Peut-être juste rajouter un point qui a été extrêmement important pour nous aussi, c'était d'ouvrir sur des perspectives assez internationales. Tu évoquais assez bien l'état de sidération qui a été le nôtre et ce que nous avons observé. Alors, particulièrement pour un collectif comme Cap Digital, comme le nôtre, qui a un ancrage territorial très fort en région Île-de-France, maintenant en région Hauts-de-France, mais en travaillant avec l'UNESCO et la Charitaine, on avait envie de saisir cette opportunité d'aller explorer ce qui se passait aussi à l'international sur d'autres continents, et on a aujourd'hui des bons représentants qui vont pouvoir nous apporter des perspectives à la fois globales et à la fois peut-être des témoignages de là où ils vivent, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada, etc. Mais en tout cas, cette volonté d'interroger l'impact de la crise et l'utilisation des numériques face à la crise dans une perspective internationale était très forte. Mais tu as raison, Françoise, je crois qu'il est grand temps d'y aller maintenant. Et pour introduire cette séquence, j'accueille Guy Berger. Vous êtes directeur de la division de la liberté d'expression et du développement des médias à l'UNESCO. Et à ce titre, vous êtes notamment responsable du travail mondial de l'organisation sur des sujets comme la liberté d'Internet, la formation aux médias et à l'information, ou encore l'éducation journalistique. Et je ne cite là que quelques-uns des thèmes sur lesquels vous travaillez. Mais ce qui nous a intéressé, c'est que fin avril 2020, l'UNESCO a publié 2 notes de synthèse qui évaluent ce que vous appelez la désinfodémie, c'est-à-dire la prolifération de désinformation autour de la Covid-19. Vous y expliquez que cette désinfodémie, comme vous l'appelez, a accéléré la programmation de la pandémie dans le monde. En gros, que cette propagation de fausses nouvelles et de désinformation a tué très concrètement sur le terrain des personnes atteintes du Covid-19. Donc j'ai envie de commencer avec une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réalisé cette étude et quels enseignements majeurs vous en tirez
pour aider à la fois les États, les médias, les citoyens à lutter efficacement contre cette désinformation, cette désinfodémie. Je précise juste, Guy, que vous comprenez très bien le français, mais que vous êtes plus à l'aise pour vous exprimer en anglais, ce qu'on comprend totalement. Donc, on va, pour cette intervention, switcher en anglais. So, please, Guy, feel free to speak in English. It's up to you. Votre micro est désactivé, Guy. Can you turn on your mic, please? Bonjour à tous, je suis ravi d'être là et de partager avec vous le travail qu'on a fait à l'UNESCO. So I will speak in English mainly in this quick presentation to answer this question about what we are doing in studying the disinfodemic. So let me start by just telling you what I will be looking at. So QuadNerf, what is new in the InfoComms environment that we are faced with today? How do we understand the vacuum that the information comes into? Then I will be dialectical, looking at the positives, and how do we shape the new normal in the information communications environment. So, okay, let me jump in. QuadNerf, we see more and more difficult times for media, such as the journalists who are covering demonstrations, such as the laws that are being passed that are being used to intimidate or even imprison journalists because of fake news. But of course, the word fake news is very wide, and it is easy to manipulate, as we all know that anybody who does not like some other information will call it fake news. So, but when you get laws about it, it is very bad from the point of view of dependent media. Of course, we know some media is also not doing the job it should be doing. Some media is captured, as they say, and is not contributing information, but is promoting disinformation. But most media, at least it's in the public space, whereas a lot of disinformation is taking place in the private space, in WhatsApp, in Facebook closed groups. So that's the first part of the what's happening in the information communication arena. Let me go. Do you see my? Yes, it's okay. You see that? Okay, very good. So I go to my next slide now, which is that transparency we see is in reverse gear. This website here, COVID Tracker, it's by the Global Right to Information ranking, and it records many countries that under COVID have put a stop on their freedom of information activities or delayed it, or are just not releasing the information about infection rates, about testing rates, about the money that is being spent on acquiring equipment and so on. So transparency is not in a good way, not only with governments, but also with companies. Here it took, you see on this slide, Avaaz, it's a civil society organization. They were making an assessment of how Facebook is working. Of course, they do not have the transparency in Facebook do it. They had to make some assumptions from the outside, but they estimate 3.8 billion with 3.8 billion views of health misinformation on Facebook. We all know, of course, about all the other difficulties of getting access to information in this internet arena from the internet companies. And result of this, that every day we can see these almost a new kind of COVID disinformation coming. This is what we analyzed in our brief, this infodemic brief. Origins of propagation of coronavirus, the science, medical and symptoms, diagnostics, treatment, statistics,
the politicization of it, the impacts of its society, using disinformation to discredit those journalists and scientists who are trying to work towards truth-telling on this thing. So we have on the one side some closing of information space, and the other side we've got this every day something new, many things new about COVID disinformation. And the thing that we've learned is that disinformation is very creative, using many different techniques. Here in this slide we say même narratif émotionnel, images, videos, false identities, false websites, orchestrated campaigns. And so what we see is that the way that disinformation is using the internet is to use these internet companies as engines, as machines for spreading falsehoods. And CIB, as you know, is coordinated inauthentic behavior. And that creates this fog, God of falsehoods. And you can't see because there's so much emotion and hate in this thing. And what's important that I've learned, we have learned at UNESCO in this COVID period, is that this information, it's not neutral. It must be antagonistic. It must be combative. It must be an enemy for it to survive, because it cannot exist in peaceful coexistence with information. It has to attack the information in order for it to keep going and winning its space. As soon as there's information, there's a rivalry. So disinformation is definitely its rival to information. It's not something that's happening separately out there. So moving on to the next slide here. The wider dangers of this means that what we've learned also from the disinformation around COVID is that this phenomenon, it's colonizing and consolidating in many other areas, which started before COVID, but it's accelerated under COVID. I list here anti-vax disasters. You can see with all the fires that are taking place at the moment with the global warming, climate change itself, elections, science, conflict, that in a way COVID has amplified also the possibility for disinformation to become more powerful in other areas. It's also, of course, as you know, disinformation is very easy to produce. It's not expensive. It doesn't take time compared to producing information, producing science, producing journalism. The effect on the public, people are becoming cynical, confused, because one, there's legitimization, normalization of the discours de la haine, intolerance, immigrants, critics, minorities, media. The officials are not being transparent sufficiently. There's attacks on independent journalists, both with words and harsh words, incitement, and with direct physical attacks, cyber attacks. And at the same time, I think that we have an opportunity because people are a bit more conscious about, you cannot easily think that COVID is a conspiracy. This thing is a reality, a scientific reality. Mother Nature is telling us that people are becoming more aware of some of these things and of global interdependence and the importance of social solidarity. So there's kind of a dichotomy, schizophrenia here, I think, that can speculate. Now, pointing to the positives, to be more optimistic than this dark picture I paint, we saw that the media, people are more interested to get independent, quality, professional news. The skills of the journalists have grown to cover science, to realize that science is not true or false. Science is in process. Of course, there are truths. Of course, there are falsities, but much stuff we do not know. Some media are even publishing not what they know, but what we do not know, just to get people to realize that we are in a fast-moving phase here, and it is very dangerous to have binary position. Of course, some disinformation proponents, which you say that their disinformation is true and everything else is false. Well, we need to say, actually, some of the things you're saying are true or not true, and some of the things you're saying are false or not false, and some things in the middle
nobody knows at this point in time. That's in the science and in the policy, because policy you could only realize over time. And then, of course, I think everybody's becoming more aware of disinformation, including the researchers, the academics, but public as well. Now I come to a study that UNESCO did, the Infodemie. I will put the links, Lilian, in the chat at the end of this. But we did 2 policy briefs, one to decipher chiffre and one to be more the dissection of the responses. Because much research attention is on what is coming from disinformation. There's not so much research in what are the responses to disinformation, which are often some of responses that are not scientifically well validated. They don't have a theory of change, they're not researching, they're not evaluating the impact of their assumptions, their place in the ecosystem. I'll come back to that just now. In the Infodemie, we identified the 4 important parts of responses to disinformation. So the one is, of course, you have to say what you're talking about. And so the identification responses. One thing is to identify is disinformation. And there it's complicated because disinformation is mixed with hatred, it's mixed with opinion, but it's not exactly the same as those, because you can have opinion and hatred without having this information. And at the same time, we have to realize that conspiracy theories, it's not about false information, it's often about false logic. If you say that the time we're living in, we've seen the evolution of 5G cell phones, and we've seen the rise of COVID. Yes, those are 2 facts. But conspiracy theory is putting these together and say, well, this correlation is causality. So to identify what is disinformation is quite complicated. And to investigate where is it coming from, how it's spreading, who pays for it, who benefits from it. These are very complex questions of identification. Then we looked at number 2, the producers and the distributors, and what are the response that are targeting the producers and the distributors. Here, mainly it's policy responses, that what the states are trying to do to increase the supply of information and sometimes their own view of what's information, increase the amount of disinformation. It's production and distribution. Then you come to number 3, production and distribution. This is very much looking at how do the internet companies deal with this issue, because you have this huge transmission, amplification takes place through there. How are they responding, these internet companies? And the last one is, what are the responses that are dealing with the public? That's the target of disinformation. And there, the responses, they range from media and information literacy, also covering questions like labeling, that is supposed to help the public to make their own decisions. Okay, let me move on here. I can just get to this next slide. Yes, okay. Now, since that, those Infodemie publications, we published this study just 2 weeks ago for the Broadband Commission, Sustainable Development. This is really, I think, the biggest study of its kind. I think it's 300 pages, and it is a very detailed review of responses to disinformation, not only in the COVID, but in elections, in climate, in health, as regards media. And what this does, it identifies 11 category of responses. So algorithmic responses, labeling responses. It's also dealing with other kinds of issues such as normative responses and so on. My mic is making some kind of noise, and I'm not sure how to stop it. Maybe I'll speak softer. Okay, let me just come back here, sorry. So assessment of these responses in terms of effectiveness, because many people think that there's a contradiction between combating disinformation and protecting freedom of expression.
And indeed, that is a difficult balance. That's why this study is called balancing. There are many recommendations in the study that I suggest are interesting to look at. Recommendations for fact-checking, recommendations for researchers, recommendations for governments, etc., and for internet companies. And then there's a tool, Util, of 23 steps to evaluate a response. So very useful. I think those are the key messages of the study are that it's resisting disinformation, respecting freedom of expression. You can make a balance. In fact, freedom of expression is not the problem of disinformation, it's part of the solution. There's no single response that can succeed. And then we multi-stakeholder responses here. So these are some of the findings that came out of this. So that's part of the analysis, which is responding to disinformation. UNESCO also had a campaign earlier this year to promote journalism, media, facts, information against disinformation. And here you can see some of the social media posts that we had to try to get people to understand that in this mixed environment of content is information, disinformation, misinformation, hate speech, and many other things. By the way, what we also learned in our experience here is that although the motivations can be different, sometimes the same content can be misinformation and disinformation. For example, somebody may say this is a cure for COVID because they want to make money, sell this stuff. Somebody else can take that same message and send it to a friend with good intention. So the first case is information, second case is misinformation. It's the same content that this stuff will cure you. And in both cases, the effect can be as dangerous. So this was very interesting to come to this. And then lastly, we have this report about trying to get media to not be captured and for media to realize that it should really, and media owners, to play their part, because in the picture of disinformation, the media has got to step forward and assume its responsibility. UNESCO, we also are spreading knowledge. We have this very nice handbook in all these languages, in French also, and I'll paste the link to this shortly. And then we're also pushing for access to information. Maybe you know, 28th September last week, it was the International Day for Access to Information. So here we are really trying to say to governments, if you hold information tight, if you suspend your access to information laws, you are making a vacuum for disinformation to come and fill that gap. So pushing back on the norms. So to begin to wrap up here, making the new normal. Of course, we've lost our old lives. Some of these old habits are continuing. But the interesting thing is now we're in a time when people are jostling and fighting to shape what's going to be new. So it's norms and ideals that are at stake here. And in these norms and ideals, how do we stop the march of disinformation? How do we make it abnormal rather than the norm? How can we restore the role of media, journalism, as the alternative in the content realm to disinformation? And then, of course, addressing the supply side. Everybody knows that the media is in very bad economic shape. How do we deal with that? Receiver side, how do we support the users, the public, to be able to be more discriminating, more empowered, to not be victims of disinformation, to be able to become part of the fight against disinformation? And then the transmission side, because actually work on the supply side, work on the receiver side. If we know what's happening in the transmission, then we are working in the dark. And this is the big thing, to make sure that internet companies become much more transparent about how is disinformation working on their platforms, not only with the exploitation of their systems, but their own algorithms that are recommending some of this disinformation. So, they at the moment also have a dichotomy. They are removing certain or downplaying certain disinformation. There's many things they can do. They can
limit the circulation, they can put a label on. They don't have to prove it all, but they are doing some with one hand, but the other hand, they're trying to limit the flow of disinformation. But the other hand, their algorithms are recommending this disinformation. So, they have that conviction, and until such time it's more transparent, who knows which side is winning. So the last slide I wanted to make here, that there's a consultation taking place this week and next week and the week after, and I do encourage the people in this Cap Numérique, Cap Digital webinar series to look at this and give us your views, because it's UNESCO and UNDP, and together, many countries around the world, we can make a difference to the efforts at local level, what research can take place, what resources there are for research, what advice we can give the policymakers, what can happen to the regulation companies on transparency at the local level. So with that, I think I come to the end, and those are the links which I'll just put in the chat. There you go. Okay, and you can see the last link to consultation in the chat. But please do join that, and if you're interested in these other questions, go ahead. Juste vrai parce que le balancing n'est pas encore en français, but still it will be of very great interest to you in the English version. The other ones are in French. So merci beaucoup. Bonne discussion. Merci beaucoup Guy. Je m'excuse parce que on avait des petites interférences sur votre micro qui a rendu parfois l'écoute un peu difficile, mais je crois qu'on a quand même très bien compris tout ce que vous aviez à partager avec nous, et merci pour tous les liens que vous venez de partager encore. Bravo vraiment pour tout le travail abattu sur cette question au sein de l'UNESCO, et de l'avoir fait aussi rapidement dans cette période de crise, c'est absolument remarquable. Je retiens quand même dans la richesse de tout ce que vous venez de nous présenter, l'importance du journalisme et de l'indépendance des médias. Le journalisme has to be part of the solution. J'ai bien noté ce point-là, et ça nous fait, je pense, une superbe transition avec notre prochaine intervenante, Estelle Cognac. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de France Info, et vous dirigez la cellule de certification de l'info de la radio publique nationale française, qui s'appelle le vrai du faux de France Info. Et pour revenir sur ces enjeux, moi j'avoue que je suis assez curieux de savoir comment est-ce que vous avez réussi à affronter de votre côté la désinfodémie qui a déferlé et qui a dû être traitée au sein de votre cellule de vérification et de certification de l'info. Et deuxième point qui est important, je pense, au regard de la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, la question de la médiation scientifique. Comment faire de la médiation scientifique dans l'urgence en tant que média national, alors même qu'on va le voir, les paroles scientifiques sont assez disparates. Tout à fait. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, que le micro marche bien. Oui. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais juste présenter très rapidement ce qu'on fait à France Info autour de la vérification des infos et de la lutte contre la désinformation. Donc, je m'occupe en fait de 3 services, l'équipe numérique, la cellule de fact-checking et un service qui s'appelle l'agence de France Info. Il faut savoir que depuis 5 ans, on s'inscrit dans une démarche de vérification des informations. Alors, c'est un peu la base du journalisme, mais disons qu'on en a fait une charte où on a une agence interne qui s'occupe de collecter toutes les informations que nous pouvons donner sur notre antenne radio et nos antennes numériques et télé, puisque France Info, c'est pas qu'une radio aujourd'hui. Du coup, cette agence suit une charte qu'on a écrite qui régit nos relations avec les autres médias et avec les sources d'information. C'est important aussi quand on parle de désinformation et de ce qu'on peut dire. Donc, et nous avons pris le parti de revérifier toutes les informations que nous donnons sur notre antenne depuis 5 ans sous forme de dépêches qui sont dans notre outil éditorial. Ça a été créé, ça fera 5 ans en janvier.
On a depuis 2012 une chronique Vrai du faux à l'antenne de France Info, qui progressivement, qui au début était plutôt de la vérification politique, de déclaration politique, et qui s'est transformée progressivement aussi dans la vérification de rumeurs sur Internet, de fake news, on va dire, depuis particulièrement 2016 et la présidentielle américaine, on va dire. Et en septembre de l'année dernière, on a constitué une cellule réellement dans laquelle il y a 5 journalistes plus des étudiants, et notamment un journaliste dédié au numérique, à faire des formats vidéo pour Instagram, pour les réseaux sociaux, des formats textes et aussi des chroniques à l'antenne. Donc c'est dans ce contexte-là, voilà comment on est outillé, on va dire, à France Info côté radio autour de la lutte contre les désinformations. Les fake news, juste pour faire vite, c'est quelque chose dans lequel on baigne depuis, je reprends la présidentielle américaine. En France, on a moins eu dans les campagnes électorales une avalanche de fake news comme il y a pu y avoir aux États-Unis, mais on voit que la thématique, on voit que cette problématique, elle a été croissante à tel point que notre gouvernement a voulu légiférer sur le sujet, et notamment en temps de campagne. Donc c'est dans ce contexte-là qu'arrive la crise du coronavirus, et alors qu'on est déjà outillé pour faire cette vérification sur beaucoup de sujets. C'est une situation inédite, cette maladie, puisque on est face à une matière, on est face à quelque chose qui est en constante évolution. Quand la maladie survient, on sait peu de choses dessus. Les scientifiques eux-mêmes, ceux qui ont une parole habituellement, les experts, une parole certifiée, n'en savent pas, et ça devient le seul sujet présent dans les médias et partout sur les réseaux sociaux, on va dire. Donc ça va générer un nombre de fausses infos et en conséquence d'articles de vérification d'informations sans commune mesure. Avec une grosse difficulté, c'est que cette fois, d'habitude, quand on fait du fact-checking, on se base sur des chiffres, des faits, des rapports, des certitudes. Voilà, on a toujours cette matière, c'est ce qu'on utilise beaucoup. On explique nos manières de travailler, on va toujours mettre les sources, renvoyer vers des sources. C'est important quand on fait un travail de fact-checking. Là, on est dans quelque chose qui est complètement inédit parce qu'on n'a pas tout ça. Pourquoi? Parce que le consensus scientifique, les informations qui circulent, elles se construisent en temps réel. La maladie, on la connaît pas, et au fur et à mesure, des études vont sortir, de la documentation, des statistiques, mais on voit que ça se fait en parallèle, en fait, de notre travail. Et ce consensus scientifique, en plus, qui existe autour des experts, ne facilite pas le travail. J'ajoute autre chose, c'est que la santé est un des sujets de prédilection des fausses informations. On voit chaque année, on peut remettre un peu en cause la méthodologie, mais il y a un baromètre qui sort sur les théories du complot, ce en quoi croient les gens. Et en fait, dans cette liste, alors qui est proposée, c'est-à-dire qu'on soumet aux gens un certain nombre de théories, la seule qui ressort je dirais en positif, mais c'est pas ça, je veux dire en majoritaire, au-dessus de 50%, c'est le fait que l'industrie pharmaceutique et les gouvernements soient de mèche autour des vaccins, c'est-à-dire que pour cacher la nocivité des vaccins, des choses comme ça. Donc on voit que la thématique santé est quelque chose qui prospère beaucoup dans le complotisme, dans la désinformation. On a les groupes anti-vaccins, les médecines naturelles, etc. Donc voilà, on est sur ce terrain-là qui est un des lieux de prédilection de la désinformation et des fausses informations, avec par-dessus une maladie qui arrive et sur lequel on a peu de faits, peu de choses matérielles. Donc, on va voir déferler énormément de choses. Alors, je sais que certains ont comptabilisé un peu le nombre de fake news qu'il y avait pu avoir, le nombre, etc. Nous, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que on a vu beaucoup de choses. On a vu évoluer un peu la désinformation par rapport à ça. On est parti au départ de choses autour de la maladie elle-même, puisqu'on ne la connaissait pas. Ensuite, on a été beaucoup autour des traitements alternatifs. On a vu beaucoup de choses. Alors, il fallait prendre du thé, de l'ail, de la vitamine C. On a vu beaucoup de choses autour de ça. Donc, il fallait à chaque fois rappeler, prendre de l'ail contre le coronavirus, ça fonctionne pas. Et parallèlement à ça, on devait aussi faire des articles d'explication sur les traitements qui peuvent marcher ou pas, ce qui est en cours. Donc, vous voyez la difficulté entre répondre à des fake news et de faire de l'explicatif. Voilà. Beaucoup de choses aussi, un peu plus récemment, sur le port du masque.
utile, pas utile. On a vu qu'il y avait énormément de vidéos très partagées, de tests, de gens qui portent des masques, qui disent que ça empêche l'oxygénation, qu'il y a des conséquences, etc. Donc là, pareil, avec à chaque fois, avec des médecins. Alors sur le masque, c'est quand même quelque chose qui est utilisé par des soignants. Donc on a un peu de documentation pour aller expliquer que non, c'est faux, ça empêche pas de respirer, etc. Donc on a eu tout ça. On a eu une fausse information qui a pas mal tourné sur le fait, si on arrêtait de respirer pendant 10 secondes, je ne sais pas si vous l'avez vu, on pouvait savoir si on avait le virus ou pas. Et puis après, on a vu aussi des combos entre deux sujets de prédilection qui sont la santé et la 5G. Donc, on a vu un peu des fake news qui mêlaient les deux entre, voilà, comme quoi c'était la 5G qui propagerait le Covid-19. Ça faisait partie. Et puis aussi dans les sphères, pareil, sujet de prédilection du complotisme, tout ce qui concerne, on l'a vu beaucoup, Bill Gates, le fait qu'il y ait, certains avaient prédit cette pandémie ou pas, qu'en sous-main, il y a un État secret qui organise tout ça, etc. Donc, on voit que, en fait, ce virus, cette pandémie qu'on a du mal on avait peu de choses en matière, on va dire, est venue à entrer en contact avec d'autres désinformations qui, elles, existent depuis longtemps sur ce complot mondial, sur la 5G, sur la santé, sur les vaccins. Le vaccin, on voit que ça monte parce que jusqu'à présent, les anti-vaccins sont quand même une sphère de complotisme où on trouve des choses. Là, comme le vaccin était encore un peu lointain, il est en développement, on n'est pas encore dedans, c'est pas le sujet sur lequel on a eu le plus de choses à faire pour le moment, mais je vous rassure, je pense que ça va venir. Une fois qu'il veut être un petit peu plus avancé, on va avoir des choses. Donc voilà un peu le contexte dans lequel arrive au mois de février-mars le coronavirus. Et par-dessus, je disais tout à l'heure, j'employais le terme de consensus scientifique. Cette problématique-là, des prises de parole de soignants, de non-soignants, d'ailleurs de soi-disant soignants, parce qu'on a vu beaucoup aussi de gens dire « je connais quelqu'un à l'hôpital qui dit que », et de médecins très disparates, avec parfois une contradiction entre des médecins sur le même sujet. Donc, ce qui peut aussi brouiller le message pour nos internautes, auditeurs, téléspectateurs, et puis pour nous, en tant que base et que matière pour réaliser le fact-checking. Donc ça, c'est ça qui était vraiment compliqué, on va dire. Donc, ce qu'on a fait, c'est s'appuyer sur les chiffres qui montaient progressivement. Donc, on a, nous, sur le site de France Info, déjà depuis plusieurs mois, des tableaux de bord accessibles où on retrouve toutes les données officielles et publiques, on va dire, de l'épidémie, les taux d'incidence, taux de reproduction, hospitalisation, réanimation, les comparatifs avec les autres pays occidentaux, avec la Chine, où on voit les chiffres donnés. Alors, c'est toujours pareil sur les tests, par exemple. Aujourd'hui, on fait 1 million de tests par semaine, donc c'est évident que on ne peut pas comparer ces tests-là avec ceux du mois de mars-avril où on testait quasiment pas. De la même manière qu'on ne peut pas toujours comparer entre les pays puisque les politiques sont pas tout à fait les mêmes en matière de tests avant, après, etc. Sur la manière dont étaient équipés les pays aussi parallèlement. Et puis, les systèmes de santé sont pas identiques. Donc, c'est aussi une complexité. Mais en tout cas, on tient ces tableaux de bord pour donner des chiffres et pour que les gens aillent chercher eux-mêmes et utiliser ces chiffres. Et puis, on a mis en place une opération collégiale sur nos 3 entités radio, télé, numérique dès le mois de mars qui était « On vous répond ». Ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas, qu'on a vraiment lancé dans le cadre du coronavirus avec ce hashtag, avec un formulaire et avec, on a collecté des milliers de questions. Je peux vous dire qu'on en a eu énormément. C'est toujours présent sur le site. D'ailleurs, on continue. Cette opération se poursuit. Et ce qu'on a fait particulièrement pendant le confinement notamment, on répondait chaque jour sur l'antenne avec un expert. C'est-à-dire qu'on avait un médecin attitré, qui était le patron de SOS Médecins. On avait des juristes, spécialistes éducation, etc. Et chaque jour, on prenait une thématique, donc soit scientifique, soit
sur les conséquences du coronavirus, hein, c'est-à-dire le confinement, les parents, le télétravail, le chômage partiel. On a pu, voilà, les questions, elles étaient multiples, elles n'étaient pas, puisque dans notre rôle, nous, de fact-checking, on n'a pas que de la vérification de l'information, on a aussi de l'explication. C'est-à-dire remettre un peu, il y a quoi dans ce texte de loi, que dit vraiment ce traité, cet accord, voilà. On est là aussi pour expliquer, remettre des faits, on va dire. Donc, on a répondu, et à chaque fois avec des articles thématiques, à toutes ces questions pendant tout le confinement, et on continue encore aujourd'hui. Avec aujourd'hui, je vous disais, des nouvelles, on est plutôt autour des tests, des masques, de l'hospitalisation, des réanimations, est-ce qu'il y a des gens ou pas, et puis demain, je pense, le vaccin. Et puis, ce qu'on a essayé de faire aussi et qu'on fait toujours, c'est essayer de donner des outils, des clés aux internautes pour essayer eux-mêmes de reconnaître les fake news et la désinformation. Mais ça, justement, c'est un point qui m'a, moi, vraiment interpellé dans la présentation de Guy Berger. C'est le quatrième point clé qu'il disait, c'est comment est-ce qu'on doit prendre soin des publics les plus sensibles ou les plus exposés, j'ai envie de dire, à la désinformation. Est-ce que il y a une attention particulière menée, alors peut-être pas directement dans la cellule du vrai du faux, mais à France Info ou à Radio France ou dans l'audiovisuel public en général, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à parler à ces cibles qui se sont quand même détournées des médias traditionnels dans leur forme radiophonique, télévisée, Oui. etc., et qui s'informent via les réseaux et via les plateformes? Alors, effectivement, moi, mon point de vue pour effectivement piloter cette cellule depuis 1 an, et puis travailler autour de cette thématique de vérification des informations depuis 5 ans, c'est que de toute façon, la complexité, elle est que souvent, quand on fait du fact-checking, on va pas forcément toucher le public qui est le plus sensible à cette désinformation. On va parfois toucher plutôt des publics qui, eux, ont envie de savoir, c'est-à-dire qu'ils ont envie de vérifier, ils se posent des questions. Mais c'est illusoire de croire qu'on pourra régler tous les problèmes de la désinformation en faisant des cellules de fact-checking et du fact-checking comme on l'est aujourd'hui, parce que cette complexité, elle est d'aller toucher des cibles qui, en plus, souvent, sont dans des réseaux privés. Vous voyez, hein, dans des groupes Facebook, dans des choses auxquelles on n'a pas forcément accès. Ça c'est quelque chose qu'on a, virus ou pas, je dirais, quand on fait de la lutte contre de la désinformation, quand on fait du fact-checking, on sait qu'on se heurte à la difficulté d'aller toucher les personnes les plus sensibles ou les plus concernées par ça, et que malheureusement, on va plutôt parfois toucher des gens soit déjà convaincus, mais qui viennent chercher des arguments à qui il faut donner. C'est pour ça qu'on essaie quand même toujours de donner, d'expliquer qu'il faut ne jamais partager quelque chose si on ne l'a pas lu. Ça, c'est important. Hein. Toujours regarder ce qu'on partage. Quand on lit quelque chose, vérifier s'il y a des sources, chercher à recouper ces informations, faire un travail journalistique. Ensuite, il y a une cible qu'on essaye de toucher parce que c'est pas le public des radios, on va dire, généralistes ou thématiques comme France Info, c'est les jeunes. On a là pour le coup volontairement depuis avec cette cellule essayé d'adresser des messages sur ce public jeune qui lui est en cours de développement de son esprit d'autocritique, on va dire, et de construction. Donc c'est pour ça que là on a dans cette cellule un journaliste dédié aux réseaux sociaux, notamment Instagram, qui est un des réseaux quand même très utilisés par les jeunes. Donc, on fait des vidéos adaptées, c'est-à-dire qu'on ne reformate pas des contenus radio ou texte. On va recréer des contenus spécifiques dédiés à ce réseau social pour pouvoir toucher un public plus jeune. On réfléchit aussi à TikTok aujourd'hui. On a une démarche groupée France Info autour de là. Donc, l'idée, c'est plutôt là d'aller toucher cette cible jeune qui s'informe là où on sait que là, elle est présente. Donc, on va pouvoir la toucher. Et aussi sur YouTube. Ça, par contre, YouTube, depuis 1 an, c'est aussi un endroit où on est allé parce qu'on sait que les jeunes utilisent beaucoup YouTube. C'est quelque chose qu'on avait moins utilisé, voilà, sur lequel on était moins présent. Donc déjà, voilà, depuis 1 an, on est sur Instagram, sur YouTube, avec des vidéos dédiées, des formats de fact-checking dédiés, d'explications dédiées. Voilà, donc comment toucher un public plus jeune. Voilà. Mais c'est vrai que c'est la problématique de tous les médias qui font du fact-checking, hein, de la lutte contre la désinformation, toucher ce public-là. Et puis les gens, quand on sait, hein, c'est des biais cognitifs et tout ça, donc
quand quelqu'un ne veut pas croire ou ne veut pas entendre les arguments rationnels, c'est très compliqué. Hein. Et puis, autour des médias, on a beaucoup souffert d'une image que certains aussi propagent autour de mesdames mainstream où on cache des choses, etc. Sur quelque chose comme le coronavirus, quand de toute façon ça arrive dessus tout le monde comme ça et que personne n'est vraiment, voilà, on découvre tous le truc, journaliste en même temps. Voilà, on essaye nous aussi de faire notre métier comme on peut dans un tel environnement. C'est là pour moi, quand on dit en temps de crise, c'est surtout, il y a des crises qu'on connaît. Je veux dire, les attentats, par exemple, malheureusement, on en a vécu plusieurs. On connaît des mécanismes ou des choses, voilà. Et là, quelque chose qui arrive, qui est nouveau, que personne ne connaissait, ou un virus sur lequel, voilà, on ne sait pas toujours expliquer les choses et où il n'y a pas ce consensus scientifique et le fact-checking a besoin de données concrètes et de faits pour pouvoir être efficace, ça a été la difficulté. Très bien, merci beaucoup Estelle. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, on les remontera, mais leur fil, on aurait pu en parler, je pense, encore pendant des heures et je pense qu'on aura l'occasion de le refaire à d'autres moments, mais on tenait aussi à explorer un autre spectre. On a parlé de l'importance de la parole scientifique, le rôle des journalistes. Il est des acteurs évidemment centraux dans la communication et la médiation dans ces temps de crise sanitaire. Ce sont les acteurs institutionnels et les représentants politiques. Et je suis très heureux d'accueillir pour parler de cette thématique Jamal Eddine Nagy. Jamal, vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication, journaliste de formation, président du réseau UNESCO Orbicom, qui rassemble les experts mondiaux de la communication, que ce soit dans le champ académique, des médias, des entreprises. Vous êtes ancien directeur de l'ACA au Maroc. Vous êtes d'ailleurs marocain, vous vivez au Canada, donc on va pouvoir encore une fois ouvrir un petit peu plus les perspectives internationales. Donc oui, on l'a vu, faire face à cette désinfodémie, c'est également un enjeu de communication politique et institutionnelle. Quelle analyse vous pouvez nous livrer ou tirer avec nous au bout de 6 mois dans cette gestion de la crise dans la communication politique et institutionnelle? Merci Antoine, merci pour le formidable travail que vous faites et merci à chacun et à chacune de m'écouter. Je vais essayer, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été évoquées, je vais essayer d'abord de parler à partir de cet angle que vous avez décrit, sans m'attarder sur les médias, parce que Guy a beaucoup présenté tous les travaux qu'ont fait l'UNESCO et Estelle a précisé les choses en tant que professionnelle. Donc, je laisse les médias de côté. Je vais m'intéresser à d'autres choses. Avec 6 points ou 6 mots-clés, si vous voulez. Le premier mot, c'est hors sol. J'ai suivi aussi bien ce qui se passe ici parce que je suis confiné depuis plus d'1 année ici. Et je suis bien sûr quotidiennement ce qui se passe au Maroc et ailleurs. Il me semble que la communication institutionnelle et politique est hors sol. On a assisté à une communication désarticulée, imprécise, pleine de mystères, d'incertitudes, donneuse d'ordre, de sommation même, et en même temps à une hybridation des acteurs, depuis le journaliste, le politique, les médecins, les experts, les élus, etc., les ministres, etc. Et sur cet aspect, il y a un mot qui était très intéressant dans l'intervention de Guy, c'est l'information mêlée à l'opinion, d'où la question, je dirais en me référant au monde arabe et au monde africain, mêlée aussi de croyances dans le sens religieux du terme, d'où le complotisme, etc. Le deuxième point, ou le mot-clé, pour moi, c'est l'accountability, ou la reddition des comptes. On a un problème, c'est que nous avons une prise de parole en termes de communication à l'occasion de cette pandémie, où il n'y a pas une responsabilité engagée et claire et transparente et redevable, ou qui est assignée à rendre des comptes. Et dans ce sens-là, je pense que la communication avec cette pandémie, comme l'a dit Guy,
est un geste barrière aussi. Et dans ce sens, moi, je vais aller plus loin, dans le sens où la communication avec cette crise s'est avérée comme quoi elle se précise de plus en plus en tant qu'indicateur du développement durable. Et là, je fais la liaison avec les enjeux planétaires, l'histoire des GAFAM, l'histoire de la communication de l'OMS, de l'ONU, de l'UNESCO, etc. Et il y a des interrogations sur cet aspect. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'indicateur de développement durable, la communication désormais l'est devenue davantage à l'aune de la transparence et de l'exactitude. On a une problématique de démocratie représentative, puisque c'est ce que nous avons jusqu'à présent comme modèle, et en même temps participative. Participative dans le sens où elle va donner de l'empowerment aux citoyens en tant que communicateur et en tant que public cible de cette communication. Et là, je fais la liaison avec quelque chose de simple, pour laquelle d'ailleurs l'UNESCO s'est engagé depuis des années et combat toujours, y compris dans les pays africains et ailleurs, c'est le droit d'accès à l'information. Et là, j'en viens à c'était mon troisième point, la communication, la démocratie participative et représentative. Mon quatrième point clé, c'est la notion de proximité. Et là, je dirais, c'est mon principal point. C'est-à-dire comment faire en sorte, nous avons assisté, essayez de vous rappeler certaines conférences de presse. J'en vois ici, par exemple. Ils ont beaucoup plus cette habitude. Où vous avez sur l'estrade, sur la scène, aussi bien le Premier ministre que le ministre de la Santé, que le ministre du Trésor ou du Budget, et en même temps le maire ou la mairesse de la ville. Et on assiste au fait qu'avec les interrogations des journalistes, quand le maire ou la mairesse prennent la parole, il se ferme à des questions qui sont pratiques, des questions qui portent sur le terrain, sur des choses précises pour éclairer une incertitude, pour la démonter, etc. Et là, ils sont obligés, ces élus locaux qui sont dans la proximité, de se référer à une recommandation globale venant du gouvernement, à une incertitude, à des 3 points de suspension, à des choses qui ne sont pas claires. D'où l'importance de la proximité et donc de l'acteur redevable, de l'acteur responsable au niveau local. Et c'est dans ce sens que j'avais, lors de la préparation de cette rencontre, dit qu'il faut peut-être imaginer un point local, un guichet, un comptoir d'information au niveau local. Bien sûr, il peut être physique et en même temps virtuel via le net, etc. C'est-à-dire que le citoyen pourrait interroger et participer à la communication et être acteur dans cette information au niveau de la proximité pour pouvoir rejoindre cette notion de local, c'est-à-dire à la fois le global, passer par le tamis du local pour préciser les choses et le vécu au quotidien des gens. Et cette idée de proximité, de la communication de la proximité au niveau local et en même temps responsable, elle revient forcément dans la démocratie représentative et participative à l'élu local, dans le sens où il serait responsable de la vérité, de l'exactitude, de la contextualisation aussi locale et proactive pour la participation citoyenne du citoyen. Et là, nous tombons sur le comportement du citoyen, comportement citoyen et solidaire. J'en arrive à l'idée cette idée de médiation. Il me semble que la médiation, à partir de la notion de la proximité et la notion du local, comme quoi il est le dernier tamis et aussi la dernière défense pour pouvoir combattre aussi bien les fake news que l'hybridation des acteurs et la cacophonie de l'information, et surtout une information hors sol qui n'a rien à voir sur le vécu au quotidien et sur les incertitudes des gens au niveau local. Il me semble que cette médiation peut, dans ce sens, être un objectif valorisant et futuriste un petit peu d'un écosystème d'information
où on aurait, en plus des médias, j'ai dit que je ne vais pas en parler parce qu'on connaît le rôle et leur place centrale dans ce dispositif, on pourrait avoir à côté l'élu local, le représentant, et aussi, et là j'ouvre une piste, en fonction de, puisque nous sommes dans le giron de l'UNESCO et que l'UNESCO a beaucoup travaillé là-dessus, et j'ouvre la piste de l'école et de l'enfant. Et là, je me réfère au contexte, par exemple, africain, où l'école, depuis toujours et maintenant, avec tous les dysfonctionnements que nous connaissons et les déficits, l'enfant joue un rôle très important en tant que vecteur de l'information. Si vous mettez à côté de ça les médias, dans le sens où on l'a décrit par les intervenants précédents, on va arriver à une situation où chaque information au niveau local, elle est contextualisée au niveau local, prise en charge par le citoyen via la possibilité de demander des comptes quant à son exactitude, à sa proactivité par rapport à son comportement, et donc demander des comptes à celui qui a la possibilité de l'éclairer par le global au niveau national, c'est-à-dire l'élu, le représentant. Et dans ce sens-là, on pourrait peut-être arriver à dégager un écosystème ou un environnement favorable à la rigueur du journaliste qui cherche, comme disait Estelle, toujours à vérifier ses sources, à s'intéresser à ce qui est human interest dans une information, à ce qui est une garantie de démocratie et de participation des citoyens pour lequel il travaille et pour lequel il a le privilège de pouvoir accéder avant lui à l'information et de pouvoir l'expliquer et la comprendre avant lui et la rendre intelligible aux autres. C'est dans ce sens que je me suis dit que peut-être l'infodémie ou la désinfodémie est une chance pour nous de pouvoir, une chance, c'est un paradoxe avec le drame que nous vivons, pour pouvoir faire en sorte que ce qui est une éthique du journalisme puisse être partagé jusqu'à un certain point par d'autres acteurs qui substantiellement, d'après leur mission, ne sont pas responsables de cette éthique, mais qu'ils peuvent comprendre et fonctionner en fonction de ça. J'espère que j'ai fait un petit peu le plaidoyer d'un point de vue à partir de ce qui est vécu au niveau local. C'est le terme le plus important pour moi, dans ce sens où la communication pourrait être, à l'occasion de cette pandémie, une ligne de défense aussi bien pour la santé que pour la démocratie d'une façon générale et la participation citoyenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jamal. C'était très éclairant et toujours frappant de voir que face à un enjeu qui est par essence planétaire et global, c'est au plus proche du local, ou en tout cas au plus proche des chaînes de responsabilité les plus courtes qu'on peut aujourd'hui imaginer de nouvelles solutions. Ce rapport, ce changement d'échelle locale, comme vous l'avez si bien mentionné, se retrouve, je crois, dans bien des domaines, et particulièrement opérant dans celui qu'on étudie aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Jamal. J'ai oublié un mot pour la conclusion, qui a été cité par Gay Berger. Au moment où je parle de l'école, bien sûr, je fais référence au grand programme de Media Literacy pour aussi, au niveau, surtout dans les pays du Sud. Merci. Merci à vous. Merci. Je rappelle que si vous avez des questions, on gardera un temps pour les aborder en fin de séance. N'hésitez pas à nous les poser directement dans l'onglet questions. Dernière intervenante de cette séquence du jour, Iris Boyer. Bonjour Iris. Vous êtes
Senior Policy Manager à la World Wide Web Foundation. Alors, faut-il le rappeler, c'est une fondation créée par Tim Berners-Lee pour promouvoir le web ouvert en tant que bien public et droit fondamental. On avait envie de conclure avec vous sur une autre note que sont les numériques, sur le fait que le web en tant que protocole, ou en tout cas en tant qu'application Internet, était aussi, comme vous l'avez souligné, une bouée de sauvetage en temps de crise, et en temps de crise au sens large, pas uniquement de crise sanitaire, mais peut-être particulièrement en crise sanitaire, où la communication est absolument centrale pour lutter contre la pandémie. On l'a bien évoqué, je crois, aujourd'hui, et on voulait se pencher un peu avec vous sur les enjeux de régulation et de gouvernance du web, pour faire en sorte qu'il soit, dans son esprit originel, le plus à même de donner aux citoyens la capacité de lutter au mieux contre l'infodémie ou la désinfodémie. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est parfait. Je n'aurais pas à introduire moi-même cet angle. Donc, je vais peut-être partager quelques slides. Je voudrais m'excuser en avance. Je vais parler en français, mais le PowerPoint est, lui, en anglais. Donc, partager l'écran. Une petite minute, s'il vous plaît. Alors, par contre, du coup, il faut que je partage mon autre écran. Je ne sais pas si vous voyez. Non, pas encore, mais ça met parfois un petit peu de temps à arriver. Ok. Alors... Ah mince, la scène est pleine. Ah oui, mais c'est pas grave. Je vais demander à Françoise, je m'excuse, mais je te fais descendre, Françoise. Voilà, vous pouvez recommencer et maintenant ça devrait fonctionner. Ok. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Non, je n'ai pas le droit de le partager. Bon. Est-ce que je peux vous envoyer rapidement le lien? Bien sûr, et je le partage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ghislaine, j'ai vu que vous aviez pris beaucoup de notes pendant tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez quelques petites réactions à chaud peut-être à partager avec nous en attendant que je reçoive le bon lien et qu'on enchaîne sur la présentation d'Iris? J'étais en train de te proposer justement de me faire descendre aussi pour que tu aies plus de marge pour présenter l'ensemble des intervenants. Mais, effectivement, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt chacun des intervenants et je trouvais qu'ils avaient vraiment, avec beaucoup d'authenticité, et je crois que ça aussi c'est un phénomène qu'il faut souligner quand même, parce que c'est pas une communication institutionnelle à laquelle on a assisté. Ça peut pas être paradoxal, mais je voilà mon ressenti. C'est vraiment, on a compris de manière détaillée, de manière précise en fonction des interventions à quel point le phénomène était complexe et que chacun avec son statut, avec les responsabilités qui sont les siennes, il avait essayé de faire face à un phénomène qui à la fois est nouveau, hein, c'est ce que nous disait tout à l'heure Estelle, mais en même temps qui est un phénomène qui finalement fait surgir des contradictions multiples qui ont à voir, y compris avec ces questions de gouvernance qu'on va aborder maintenant avec Iris, parce qu'au fond, c'est tous les mécanismes sociaux qui sont à l'œuvre dans ces nouvelles articulations en fait qui sont demandées. Mais au fond, on voit des permanences dans des comportements et tout à l'heure effectivement Françoise parlait de nos discussions un peu informelles, mais le ressenti que nous avions en ce moment-là, c'est que on était presque dans des logiques de propagande en fait, c'est-à-dire qu'on ne savait plus à quelles informations s'adosser, c'est-à-dire quelles étaient les données pertinentes, quelles étaient les médiations qu'on pouvait encore appeler scientifiques, et finalement le rôle que le numérique qu'on projetait qu'il pouvait avoir en fait, qui est un numérique, moi que j'appellerais sommairement d'intérêt public, on voyait pas forcément la pertinence finalement de l'usage qui doit être fait des données, etc. Donc je voulais remercier chacun des intervenants parce que je
trouvais vraiment leur posture très éclairante. C'était le mot que tu as dit toi-même, Antoine, et pour moi aussi, c'est très éclairant, complémentaire. Après, effectivement, voilà, je vois que vous avez pu mettre le document en visionnage. Donc, voilà, merci à l'intervenante suivante. Merci beaucoup et désolée pour le souci technique et merci Antoine. Pas de souci. Oui, donc comme vous le disiez, je suis consciente qu'on a déjà beaucoup parlé des questions d'infodémie et de crise institutionnelle. Donc, pour cette dernière intervention, je pensais qu'il était pertinent de se concentrer vraiment sur une présentation d'un modèle tangible, vraiment de médiation intersectorielle, focalisée sur la gouvernance et la construction numérique, qui est, à mon sens, et puis ça a été évoqué notamment aussi par Jamal, un enjeu clé à l'heure des grandes crises institutionnelles internationales dont on a pu parler. Donc, si vous pouvez passer la prochaine slide, s'il vous plaît. Très rapidement, comme vous avez pu l'évoquer, juste pour situer les travaux et la mission de la Web Foundation, en fait, le web lui-même a été créé en 1989 par un ingénieur donc, qui s'appelle Tim Berners-Lee et qu'il a vraiment créé dans le but de l'offrir au monde, dans cette perspective d'ouverture et d'accès à tous. Et 20 ans après cette création, Tim Berners-Lee a fondé la Web Foundation dans le but de faire progresser le web pour qu'il demeure vraiment ce bien public et qu'il devienne un droit fondamental pour tous et au service de l'humanité. Et si vous pouvez passer la prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, ce qui anime vraiment le cœur de la mission de la Web Foundation, c'est de travailler à l'égalité numérique, un monde où tout le monde a les mêmes droits et les mêmes opportunités en ligne. Mais en fait, notre mission va quand même bien au-delà de la connectivité. Donc, on veut voir un monde où tout le monde peut accéder au web et l'utiliser pour améliorer leur vie, surtout. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le numérique soutient l'accès à la quasi-totalité des services essentiels et également certains aspects clés de la démocratie et de la citoyenneté, comme ça a pu être évoqué auparavant. Mais peut-être plus que jamais, la pandémie de Covid-19 a bien montré que le web est devenu une sorte de corde de survie ou de bouée de sauvetage pour tous, que ça soit en matière d'accès à l'information, de communication, ou bien pour perpétuer le lien social, pour continuer à travailler ou à s'éduquer. Mais pourtant, même dans ce contexte, et y compris dans des pays où on pourrait croire que l'accès est de fait pour tous, trop de personnes restent encore exclues et n'ont pas accès à ces opportunités. Par exemple, on a un rapport récent de l'UNICEF qui révèle qu'au moins un tiers des enfants du monde n'ont pas la technologie dont ils ont besoin pour accéder à l'apprentissage à distance. Si vous pouvez passer la prochaine slide, s'il vous plaît. Et également, il y a toujours un fossé en termes d'égalité de genre qui est à notre sens inacceptable. Les femmes sont particulièrement touchées et de manière disproportionnée. Donc, en moyenne, les hommes sont 21% plus susceptibles d'avoir accès à Internet que les femmes au niveau mondial. Donc, voilà, on garde tout ça à l'esprit et c'est ça qui anime notre mission. D'autant plus que quand les personnes ont accès au web, on remarque aussi, comme on a pu l'évoquer, qu'on a de plus en plus un problème d'accès à de l'information qui fait autorité. Et de plus en plus, la promesse des nouvelles infrastructures d'information et de communication à l'heure du numérique, elle se voit entachée par une accélération des processus de polarisation, qu'ils soient boostés par exemple, les algorithmes de recommandation ou un manque de transparence et de lisibilité sur les sources d'information, ou bien une exacerbation des discours clivants et polarisants dans les espaces numériques. Donc, ce manque d'accès à Internet et ces externalités négatives pour ceux qui ont accès à Internet sapent non seulement l'avenir de ses utilisateurs, mais il trahit aussi la promesse du web qui, comme je l'ai dit, a été conçu par son inventeur pour être une force pour le bien accessible à tous et partout.
C'est donc pour ça qu'on essaie vraiment à la Web Foundation de se concentrer sur la construction d'un avenir numérique qui soit plus sûr, inclusif et responsabilisant pour tous. Jamal a notamment parlé de cette question de l'enjeu de la reddition des comptes et de accountability. C'est vraiment au cœur de notre démarche avec le contrat pour le web. Donc, dans la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, donc le contrat pour le web, donc là vous avez une slide en anglais, mais je vous invite à aller sur le site qui est aussi en français. Toutes les clauses et les principes sont traduits en français. Donc le contrat pour le web, c'est un outil qui a été lancé l'année dernière à l'occasion du Forum pour la gouvernance d'Internet et qui est finalement le premier plan d'action mondial pour rendre notre monde en ligne sûr et responsabilisant pour tout le monde et partout. Il a été construit et développé dans le cadre de consultations multipartites pour mieux rassembler les initiatives en matière de droits de l'homme et de gouvernance de l'Internet. Et donc, on pense, nous, à la Web Foundation, que vraiment, chaque groupe a un rôle à jouer. Et grâce à ce contrat, on s'attaque en fait au double défi de connecter tout le monde aux opportunités du web et en même temps de s'assurer que le web qu'ils accèdent est un web qui vaut la peine d'avoir et qui soit au service de l'humanité. Donc, le contrat, c'est vraiment quelque chose aussi qui offre l'occasion de rétablir ou en tout cas d'établir ou de rétablir dans certains cas la coopération entre gouvernements, entre grandes plateformes numériques et moins grands innovateurs du web aussi, et également la société civile et sans oublier, bien entendu, le secteur académique, dans le but vraiment de s'assurer que le web reste ce droit fondamental au service de l'humanité. Donc, c'est en ce sens qu'on peut le considérer comme un exemple concret de médiation intersectorielle. Donc, sur la prochaine slide, s'il vous plaît. J'ai résumé, en fait, enfin, j'ai partagé les 9 principes, entre guillemets, de haut niveau, mais encore une fois, vous avez accès à tout le cadre normatif plus complet sur le site. Voilà, donc ce contrat, il établit en fait un ensemble complet de normes qui définissent le comportement ou qui visent à définir le comportement et les résultats dont nous avons besoin pour atteindre le web que nous voulons. Et il repose en fait sur le modèle de la responsabilité collective, qui est un modèle assez unique en matière, enfin en tout cas en matière de changement technologique, puisqu'on est assez habitué à avoir différentes parties prenantes qui travaillent dans leur coin. Donc voilà, c'est un peu tout l'enjeu de ce contrat. Et sur la prochaine slide, vous avez les clauses, enfin vous avez un exemple de clause. Donc là aussi, c'est juste un exemple pour vous montrer l'étendue. Donc le contrat regroupe 76 clauses et elle couvre une gamme de questions qui vont de la connectivité à l'accès aux données, les questions de compétition, enfin de concurrence, les questions de contenu nuisible, la protection de la vie privée, la désinformation, mais aussi l'évaluation des risques relatifs aux droits de la personne ou encore les abus en ligne. Donc, sur la prochaine slide, je vais tenter de vous résumer quelles sont les prochaines étapes de notre stratégie depuis qu'on a lancé cet outil. Donc, comme je le disais, en fait, tout à l'heure, ce qui est vraiment au cœur de ce travail, c'est la croyance, enfin en tout cas le fait que la reddition des comptes et cette accountability, cette mission d'accountability est essentielle. Donc on essaie d'adopter une approche constructive pour établir une meilleure politique du numérique qui soit plus durable par le biais de consultations avec des intervenants, enfin les différents intervenants et les différentes parties prenantes. Et on essaie de mettre l'accent sur les méthodes et les résultats plutôt que seulement sur la critique et le constat de ce qui ne se passe pas bien. Donc, le but, vraiment, notre mission, c'est à présent de passer du texte à l'action. Donc, on essaie de faire ça en construisant une plateforme pour nous assurer que les gouvernements, les entreprises et les citoyens progressent ensemble vers le respect des normes du contrat. Et donc, pour ça, on essaie de co-développer et de consolider des normes et des pratiques exemplaires qui soient toujours fondées sur des données probantes, donc sur de la science, donc d'où cet enjeu de médiation scientifique qui est aussi au cœur. Et le deuxième objectif, c'est bien entendu de tenir les signataires du contrat
responsables de leur progrès et de rendre des comptes sur leur progrès. Donc, donc on a, voilà, comme vous le voyez sur la slide, on a cette approche basée sur 3 volets, donc évaluation et reddition des comptes, documentation, promotion et partage de pratiques exemplaires, et création d'un laboratoire d'élaboration de publics numériques. Voilà, donc sur la prochaine slide, je pense que j'ai résumé voilà, les principaux produits auxquels vous pouvez vous attendre, les outils en tout cas auxquels vous pouvez vous attendre. Donc du coup, le premier, c'est vraiment ce qu'on a appelé le cadre de responsabilisation. De manière tangible, plus concrète, c'est quelque chose, enfin, les 2 premiers points, que ce soit le cadre de responsabilisation ou la bibliothèque de pratiques exemplaires, c'est des choses qui seront directement intégrées à notre site web, qui seront ouvertes à tous et qui seront contributives ou voilà, que tout le monde pourra consulter, etc. Donc, le cadre de responsabilisation, vraiment, il permettra à à la Fondation du Web et au grand public d'observer les progrès réalisés par les signataires et de voir ces progrès vers la mise en œuvre des normes du contrat. Et il sera notamment alimenté par un portail en ligne qui permettra aux signataires de s'auto-évaluer et de partager en fait les preuves de leur progrès en conformité avec les clauses du contrat, mais également il sera alimenté par une base de données ouverte et accessible et consultable pour tous, donc dont on espère qu'elle sera un outil important notamment pour le secteur universitaire, mais aussi les médias. Voilà. Et le but vraiment de cet outil, même si dans un premier temps, l'idée sera pour les signataires du contrat d'auto-évaluer et de soumettre eux-mêmes des preuves de leur progrès, le but est que ça encourage en fait toute cette communauté à être de plus en plus responsable et au fil du temps, on créera des critères et des outils d'évaluation de plus en plus avec des attentes de plus en plus hautes qui permettront vraiment de comparer les progrès. Et donc le deuxième point, c'est la bibliothèque d'analyse comparative et de pratiques exemplaires. Le but, c'est vraiment qu'elle présente les meilleures pratiques, que ce soit des entreprises, des gouvernements ou des citoyens, dans un but d'apprentissage de pair à pair, mais aussi pour essayer d'inspirer d'autres initiatives similaires. Et on essaiera de créer aussi un programme de prix qui puisse mettre en évidence les réalisations les plus importantes dans ce domaine. Ensuite, on va créer aussi un laboratoire de conception de politique numérique. Donc, ça sera vraiment un espace pour élaborer des solutions stratégiques qui traitent des questions de politique numérique les plus difficiles et les plus urgentes. Donc, ça, c'est vraiment un espace qui aura tout son sens dans le cadre des discussions qu'on a à l'heure actuelle sur comment faire de la médiation scientifique à l'heure des crises institutionnelles. Donc, voilà, ça sera vraiment un espace qui pourra être utilisé dans le cadre d'événements ou de crises spécifiques et qui visera vraiment à concevoir des solutions humaines et non pas conçues de manière fragmentée dans les bureaux d'entreprises, de grandes entreprises du web, par exemple. Donc, le but, c'est vraiment de mettre l'accent sur le bien commun et de renforcer la confiance dans la technologie en amenant les citoyens et les décideurs et les entreprises technologiques à la table des négociations pour faire en sorte que ces politiques du numérique soient plus inclusives. Et enfin, bien entendu, on continuera à s'engager à œuvrer pour le renforcement de consultations multipartites, mais aussi à consulter les différentes parties prenantes. On envisage notamment de créer un outil qui sera un sondage auprès des utilisateurs du web et notamment des signataires par rapport à l'utilisation du web et leurs attentes, mais également qui pourra permettre d'informer notre cadre d'accountability. Voilà. Donc, le but aussi dans ce dernier aspect de community building et stakeholder engagement, c'est de faire en sorte qu'il y ait, ça c'est une des missions de la Web Foundation aussi, faire en sorte qu'il y ait vraiment
une consultation équilibrée entre les gouvernements du sud global et du nord global, comme on peut les appeler, puisqu'on, notamment en Europe, de plus en plus, on a une concertation en matière de politique publique liée au numérique et de régulation du numérique qui est de plus en plus européenne, mais on veut justement essayer de créer beaucoup plus de ponts entre les pays en voie de développement et les pays un peu plus avancés au niveau technologique, ou en tout cas les pays où se font les décisions, mais qui ne sont pas forcément les pays où l'accès est le plus problématique. Donc, dernière slide, s'il vous plaît, ou avant-dernière. Voilà, là, j'ai juste résumé pourquoi vous pouvez participer à cet effort. Donc, c'est vraiment, enfin, juste en un mot, c'est une occasion de participer, enfin, de pouvoir façonner les politiques du numérique à l'échelle mondiale. Et on a vraiment essayé de concevoir le contrat pour le web comme une sorte de boussole pour l'élaboration des politiques, notamment en matière d'interopérabilité. Ce qui peut, je pense, intéresser particulièrement le secteur scientifique. Et la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, comment vous pouvez jouer un rôle concrètement? Déjà, vous pouvez signer le contrat. C'est la meilleure façon de faire partie de la communauté du contrat et de travailler ensemble pour la progression et la protection et le respect des droits de l'homme à l'ère du numérique. Une fois que vous aurez signé ce contrat, vous pouvez aussi participer, enfin, même si vous ne les signez pas d'ailleurs, vous pourrez participer au cadre de responsabilisation et d'analyse comparative, ou soumettre des meilleures pratiques, que ce soit de vos organisations ou d'autres, pour faire en sorte que ça soit une bibliothèque la plus exhaustive possible en termes de contexte notamment. Et vous pouvez aussi participer à ce processus d'auto-évaluation, que ce soit en tant que citoyen ou en représentant vos organisations. Voilà, donc le but, c'est vraiment de partager ces meilleures pratiques pour conduire à cette course vers des normes plus respectées pour le web qu'on veut pour tous, et pour stimuler et soutenir une meilleure politique numérique, notamment à l'heure des crises institutionnelles. Voilà, donc sur la dernière slide, vous aurez mon contact si vous voulez. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois que c'est la dernière slide. Oui, c'est celle-là. Merci beaucoup, Iris. Peut-être juste une petite question. Est-ce que vous savez nous dire quand est-ce que le Tech Policy Design Lab sera ouvert ou pas encore? Oui, on y travaille activement, et le but, c'est vraiment de le lancer avant la fin de l'année, donc dans les prochains mois. D'accord. On peut vous tenir informé. Oui, avec plaisir, et on répartira et on redistribuera l'information de notre côté avec plaisir. Je pense que ça peut, au sein de Cap Digital et même bien au-delà, intéresser beaucoup de parties prenantes et d'adhérents. On sait à quel point tous ces enjeux sont en train de converger, et c'est important, je pense, qu'on incite au maximum notre collectif, notre communauté à rejoindre ce mouvement-là. Merci beaucoup, Iris. 15h27, on arrive au terme de l'heure et demie qu'on s'était donné. Je n'ai pas vu de questions émerger, ce qui est pas forcément inquiétant, mais si vous en avez une à poser à l'un de nos intervenants, c'est maintenant. Le signal positif, c'est qu'on a quasiment perdu personne entre le début du webinaire et la fin du webinaire, ce qui est quand même plutôt un signe d'engagement important. J'en profite en attendant qu'une question arrive pour remercier tout particulièrement Jamal qui a accepté de se lever aux aurores ce matin, parce que je crois qu'il est très tôt quand même au Canada pour participer et prendre la parole. Donc, votre micro est coupé, Jamal. Pardon Antoine, puisque vous me citez, je me dois... Mon téléphone sonne. Je me dois de remercier l'initiative de la chaire UNESCO ITEN et Ghislaine
avec Bianca, qui ont eu cette initiative d'interculturel, de réunir l'académique aux organisations internationales dans l'interdisciplinarité, ce qui est la substance même du réseau Orbicom, qui comprend plus de 350 membres. Merci. Merci beaucoup, Jamal. On a une question qui a été posée par Adriel pour Iris, entre-temps. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises avec lesquelles vous travaillez sur ce Contract for the Web? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes? Oui, bien sûr, j'aurais dû inclure. Je peux vous envoyer une liste plus exhaustive et je vous invite aussi à regarder sur le site. Tous les signataires du contrat sont cités. Mais vraiment, en termes d'entreprise, on a, je dirais, toutes les plus grosses entreprises du web, donc les Facebook, les Microsoft, Twitter, Google et autres. Et on a également énormément d'entreprises beaucoup plus petites, de start-up, d'innovation, etc. Donc là, je vais pas vous citer toute la liste, mais je vous invite à regarder sur le site. C'est vraiment un groupe équilibré entre les GAFA et énormément d'entreprises innovantes sur les questions de politique numérique. Très bien, merci beaucoup pour cette précision, Iris. Écoutez, je propose qu'on en reste là. On arrive au terme de l'heure qu'on s'était donnée. De toute façon, le webinaire, tel que vous venez de le regarder, est accessible en replay. Il va vous être envoyé automatiquement dès qu'on clôturera cette séance. Je voulais juste prendre quelques minutes pour vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette conférence. Merci Ghislaine, merci Françoise, merci Guy, merci Jamal, merci Estelle, merci Iris. Remercier aussi ceux que vous n'avez pas vus aujourd'hui, mais qui ont beaucoup travaillé à la préparation de cette séance, mais également des prochains webinaires. Merci Mathieu Quignou et Bianca Rutherford-Iglesias qui travaillent aux côtés de Ghislaine à la chaire UNESCO ITEN. Et merci à David Estorti de l'UNESCO qui également suivi de près toute la programmation et la préparation de cette première séquence et avec qui, je le sais, nous allons pouvoir continuer. Merci encore une dernière fois à tous. On a hâte de vous retrouver pour un prochain webinaire numérique en temps de crise qui s'intéressera à la question de la traçabilité et des outils numériques de traçage pour faire face à la pandémie. Voilà. Merci. Beaucoup de messages de remerciements dans le chat. Merci, au revoir tout le monde et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci Antoine.